tout le monde est très occupé. Ben, merci Nicolas de te prêter au jeu des séminaires du cartel. Donc c'est toi qui inaugure un peu la période automnale, après un peu le break estival. Je vais te présenter en quelques mots, tu n'hésiteras pas à me compléter. Donc bon, nous on connaît Nicolas, mais comme c'est filmé aussi, hein, voilà, on va le présenter pour les gens éventuellement qui regardent en direct ou en différé. Donc Nicolas, il a fait son doctorat à l'Université Polytechnique de Valence en Espagne. Il a travaillé sur certains virus et des questions évolutives. Après cela, il a bougé à Montréal au Canada en 2014 pour travailler sur les cyanobactéries, leur prolifération, la prédiction de leur prolifération et les interactions biotiques existantes dans le contexte de ces blooms, ou encore le développement de nouveaux outils de prédiction des cyanotoxines. En 2023, il a été sélectionné pour une chaire de directeur junior INRAE au sein du cartel, sur un projet dont l'objectif principal est de décrypter l'interaction entre les cyanobactéries et leur microbiome. Et c'est notamment dans le cadre de ce projet voilà, qu'il nous propose de faire un petit résumé de ses travaux antérieurs et peut-être à venir. Merci. Merci Stéphane. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais principalement vous parler de cyanobactéries et notamment des bactéries ou des microbes qui vivent autour et que dans certains cas, on peut définir comme étant le microbiome. Donc le microbiome, pour ceux qui ne le savent pas, on entend souvent parler du microbiome intestinal chez les humains en fait, et souvent, de plus en plus on dit que ça peut être, il peut avoir un effet sur la santé de l'humain, sur son humeur, sur plein de choses. C'est pas forcément le cas pour les cyanobactéries, mais le parallèle c'est qu'en fait les cyanobactéries ont aussi potentiellement des microbes avec lesquels elles vont vraiment interagir fortement et qui vont avoir un impact sur leur santé. Donc là, vous avez certainement entendu parler de cyanobactéries. Il y a différents types de cyanobactéries, il y a une grande diversité. Au niveau des planctoniques, donc c'est celles qui sont vraiment dans la colonne d'eau. Là, on a des belles images que je pense que Jason va apprécier parce que ce sont des images qui ont été prises au lac Champlain. En fait, vous voyez là, donc on a cet amas vraiment vert, une énorme biomasse au niveau de la surface. Donc on va avoir les cyanobactéries qui vont monter, qui vont profiter du soleil pour bien dominer l'espace et puis se diviser. Et donc voilà, donc c'est des micro-organismes qui utilisent l'énergie du soleil pour se développer. Donc ça, vous en avez certainement entendu pas mal parler. On entend aussi de plus en plus parler des cyanobactéries benthiques qui vont avoir tendance à s'accrocher sur les surfaces, sur différents types de matrices, ça peut être de la roche, des sédiments, du bois. On entend souvent parler, on a récemment parlé au niveau du lac Léman à Villeneuve, où il y a eu justement un chien qui est décédé, et c'était notamment avec la présence de Microcolius. Donc je ne sais pas si je fais un spoiler alerte parce que pour ceux qui sont sur YouTube là, mais en tout cas, bon voilà, maintenant on sait que c'est Microcolius. Donc voilà, donc là on va dire qu'il y a ces cyanobactéries là. Et puis donc moi ce qui m'intéressait en fait c'est de dire ok, on voit que ces cyanobactéries elles augmentent, leur fréquence et leur intensité augmentent, en tout cas leur bloom augmente dans le monde en fait à travers le temps. Donc un bloom ou une floraison ou une efflorescence, ça va être en fait qu'on va avoir une rapide augmentation de la biomasse des cyanobactéries. Et en fait c'est ce qu'on veut éviter, c'est ce qui va former un petit peu ce côté très vert ici. Donc en fait ces blooms, et j'ai utilisé ce mot-là principalement tout le long de la présentation, ils augmentent en fréquence et en intensité au cours du temps. Et la grosse problématique c'est durant ces blooms, comme vous le savez, pour certains, c'est qu'ils ont cette capacité de produire une grande diversité, une grande quantité de cyanotoxines. En fait, ces cyanotoxines-là, certaines sont hépatotoxiques ou neurotoxiques. Et donc du coup, c'est un vrai danger, c'est une vraie menace pour les systèmes aquatiques, mais aussi pour la santé humaine. C'est pour ça que je reviens sur l'histoire du chien à Villeneuve récemment qui est mort, juste en nageant dans l'eau, où il a certainement croqué quelques masse de cyanobactéries benthiques. Et malgré le fait qu'il y ait énormément d'études depuis plus de 50 ans, 60 ans sur ces floraisons de cyanobactéries, ces blooms de cyanobactéries, finalement, les facteurs qui vont vraiment expliquer l'apparition de ces blooms et surtout de leur toxicité, en fait, ça reste encore un petit peu inconnu. Donc on a plusieurs façons de voir un bloom de cyanobactéries. On peut le voir par image satellite, donc là en fait ça se voit très bien. D'ailleurs c'est des approches qui sont de plus en plus utilisées pour pouvoir vraiment analyser la dynamique de ces floraisons, de ces blooms de cyanobactéries. On peut aussi le voir directement sur place, donc si vous avez l'occasion d'avoir un grand lac pas loin,
Alors dans le Léman, ça s'est pas vu depuis les années 80, si je dis pas de bêtises, mais ça pourrait revenir, je ne le souhaite pas, mais en tout cas dans plein d'autres lacs, c'est assez récurrent dès qu'on va avoir la période favorable au niveau des températures. Souvent juin, juillet, on va avoir, ça va être la période propice pour le développement de ces cyanobactéries-là, où on va avoir vraiment une augmentation rapide donc, de la quantité de cellules de cyanobactéries. Donc du coup, on va avoir, alors peut-être pas aussi intense que celui-là, mais on va avoir vraiment le développement de ces blooms. Ça, c'était au lac Champlain sur la baie Missisquoi, ça c'est mon bras. Et donc voilà, ça ressemble un petit peu vraiment à de la peinture, c'est l'idée, avec une odeur pas mal différente quand même de la peinture. Et si on regarde un peu plus au microscope, on va avoir, donc ça c'est un bloom de microcystis. On regarde au microscope, puis en fait on va avoir donc des cellules qui sont avec une forme ronde, qui vont vraiment être très proches, donc ça c'est une colonie de microcystis. Puis si on regarde un peu plus proche, on va voir qu'il y a d'autres choses qui sont accrochées. Donc ça c'est une photo de microscopie électronique qui a été prise par une collaboratrice, Elitsa. Et puis en fait là ce qu'on voit c'est qu'on voit qu'il y a d'autres choses, d'autres microbes qui sont attachés à cette colonie de cyanobactéries de microcystis. Et la question c'est ok, pourquoi elles sont attachées, qu'est-ce qu'elles font? Donc ces bactéries qui sont attachées autour des cyanobactéries, c'est ce qu'on appelle aussi potentiellement c'est ce qu'on appelle la phycosphère. Elles sont pas forcément. Alors la phycosphère c'est peut-être une définition assez générale, hein, c'est pas forcément attaché, mais la phycosphère en gros ça va être la communauté microbienne qui va vivre autour, qui va interagir avec le phytoplancton et notamment les cyanobactéries. Et en fait lors de ces échanges, il peut y avoir des échanges de métabolites qui vont favoriser ou non la croissance de ces cyanobactéries là. Donc cette phycosphère, elle a énormément d'informations et l'idée c'est de savoir, ok donc elle interagit avec la cyanobactérie, comment on pourrait s'en servir pour mieux comprendre justement cette dynamique des blooms de cyanobactéries. Donc ça c'est la question principale, donc comment on peut utiliser cette information-là. Il faut savoir que depuis on va dire, une dizaine d'années, on a de plus en plus d'études qui vont aller dans ce sens-là. Moi de mon côté j'ai aussi publié en 2017, je vais vous en parler un peu après, mais on va dire qu'il y a de plus en plus d'études qui vont décrire cette communauté-là, grâce notamment au progrès en séquençage. Donc en fait ça permet d'aller caractériser cette communauté-là et d'aller voir un petit peu sa composition. Donc il y a plusieurs façons d'utiliser cette information-là. Donc on va sur le lac, on voit qu'il y a des cyanobactéries, on va séquencer par exemple, puis on va avoir l'information de la communauté microbienne. Puis ensuite on va séquencer plusieurs fois et on va avoir l'information de la communauté microbienne qui va être co-occurrente, qui va être co-présente avec la cyanobactérie. Donc comment on peut utiliser cette information-là? Donc là je vais vous présenter une petite histoire au niveau du lac Champlain. Donc durant 8 ans en fait, il y a eu un échantillonnage qui a été fait tous les mois, voire des fois 2 fois par mois. Et on a utilisé une approche d'Amplicon sequencing, donc c'est à partir du gène de l'ARN ribosomal CSS. Et en fait, à partir de ça, on a pu identifier, caractériser la communauté microbienne. Et l'idée, c'était d'utiliser cette information de la communauté microbienne pour se dire, ok, est-ce qu'on va être capable d'aller voir des changements dans cette communauté microbienne qui vont en fait refléter le développement de la floraison du bloom de cyanobactéries. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on avait des échantillons qui étaient pris donc, durant ces 8 ans. Et nous, en fait, on a défini une réponse qu'on veut prédire, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va avoir le premier jour de bloom. Donc en fait, nous, on avait nos échantillons. On a défini quels sont les échantillons qui étaient avant le bloom. Le bloom, il était défini par exemple avec la chlorophylle ou avec l'abondance des cyanobactéries. C'était comme ça qu'on a défini, ok, ce jour-ci, le 15 juillet, on a une floraison. Donc on a eu cette définition pour chaque échantillon de quand est-ce qu'on avait un bloom et quand est-ce qu'on n'avait pas de bloom. On a pris l'information de tous les échantillons avant le bloom et on a utilisé des modèles de prédiction pour dire, ok, est-ce qu'on est capable d'utiliser des variables prédictives, notamment l'information de la communauté microbienne, pour justement prédire quand est-ce que le premier jour de bloom allait arriver. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser cette information qui est contenue dans la communauté microbienne. Pas uniquement, on a aussi utilisé les variables environnementales, mais d'utiliser vraiment les échantillons qui étaient pris avant le premier jour de bloom. Donc en fait, notre modèle, après, nous on savait exactement quand est-ce qu'on avait un bloom, donc on a pu l'entraîner.
On l'a entraîné et ensuite on l'a testé sur des données qui n'étaient pas incluses dans l'entraînement du modèle. Et après, on pouvait estimer quelle est la qualité du modèle. Est-ce qu'il va bien prédire que ça, c'est un échantillon de non-bloom, donc NB, ça va être no-bloom. Est-ce qu'il va être capable de prédire quand est-ce qu'un échantillon est vraiment de bloom ou pas? Donc en fait, on a pu entraîner le modèle et ensuite on l'a testé sur des données qui étaient des nouvelles. Et donc ça, en fait, ce que ça nous a permis de voir, donc déjà, on a vu que les variables de la communauté microbienne étaient vraiment de meilleures variables prédictives pour le bloom. Ça, c'était un premier point. Le deuxième point, c'est que parmi ces 8 ans, en fait, on a observé qu'il y avait à chaque fois une séquence, on va dire un taxa, qui a un petit nom qui est un petit peu compliqué, mais c'est un polynucléobactère plexé. Et en fait, ce taxa-là, ce qui était intéressant, c'est qu'à chaque fois, chaque année, en fait, il avait son abondance qui allait en fait décroître, qui allait se réduire avant l'arrivée des cyanobactéries. Et en fait, peu importe la cyanobactérie, ça pouvait être du microstis ou du dolichospermum, peu importe, en fait, on allait avoir ce taxa-là, donc qui appartient à la famille des Oxalobacteracées, qui allait en fait décroître. Donc on s'est dit, tiens, ça pourrait être un biomarqueur prédictif du bloom qui serait intéressant. Et ce qui était encore plus sympa dans ce résultat-là, c'est qu'on était capable, en fait, en utilisant des équations prédictives, de dire, ok, grâce à l'abondance de ce taxa, on était capable de prédire le bloom 1 mois à l'avance. Ça a été fait entre 2006 et 2013. On a eu des nouvelles données en 2017, 2018, 2019. On a réutilisé ces données-là et on s'est dit, est-ce qu'on maintenant, on a des nouvelles données, on va complètement tester avec ces nouvelles données-là. On va tester avec une autre approche de ddPCR si on observe la même chose des années après. Donc là, on parle de 5 ans après. Donc, comme vous le savez, on peut avoir une dynamique différente dans le lac d'une année à l'autre. Donc là, ça pouvait très bien se passer. Mais en fait, sur ce qu'on a vu, sur 2018, en fait, j'ai ma collègue Nathalie qui a travaillé pour développer des amorces qui vont aller targeter exactement ce taxa-là. Et elle s'est dit, bah, on va regarder s'il se passe à peu près la même chose. En fait, ce taxa-là, on va voir que dès qu'il y a les cyanobactéries qui arrivent, donc là, ça va être en bleu, dès qu'on va avoir les cyanobactéries, on voit que le taxa, en fait, il va disparaître. Donc on n'a pas forcément une décroissance qu'on avait vu avant, mais on voit en tout cas que dès qu'il y a l'apparition des cyanobactéries, ce taxa-là, il est réduit ou pas. Donc ça valide cette information que ce taxa pourrait être utilisé comme un biomarqueur prédictif, et on pourrait donc mesurer en fait son abondance au cours du temps et se dire, que dès qu'il disparaît, on va avoir un bloom qui va apparaître. On fait des questions après ou ouais, ok. Donc toujours dans cette optique d'utiliser l'information de la communauté microbienne pour pouvoir prédire un bloom, donc cette fois-ci l'idée c'est de dire on va essayer de prédire un bloom, mais un bloom toxique. Donc on va essayer de prédire quand est-ce qu'on va avoir le premier jour de cyanotoxicité. Donc ça c'est des données qui ont été récoltées, donc cette fois-ci c'est plus un seul lac au niveau du lac Champlain, cette fois-ci c'est des dizaines de lacs qui ont été récoltés pour un projet Attrape avec pas mal de collaborateurs. Et donc on a principalement des lacs au niveau du Canada, mais on a aussi un lac en Nouvelle-Zélande, en Australie, on en a un en France, mais je ne l'aurais pas mis là. On en a en Cornouailles, puis on en a en Amérique du Sud, au Brésil, puis au Mexique. En fait, on a utilisé toutes ces données-là pour pouvoir justement répondre à la question est-ce qu'on est capable d'aller chercher l'information de la communauté microbienne pour pouvoir prédire la cyanotoxicité. Donc la première étape qu'on a fait, c'est on a essayé de récupérer, donc on a séquencé avec une approche métagénomique cette fois-ci. Donc pour comparer par rapport à l'approche anti-sequencing, l'approche métagénomique c'est qu'on séquence tout l'ADN qu'il y a dans un échantillon. On ne va pas se spécifier à une petite région de la RNCSS par exemple, on va vraiment séquencer tout l'ADN. Et donc on avait 25 lacs, on avait donc beaucoup d'observations, donc ça variait, on a une variabilité au niveau des lacs entre 1 et 392. C'était un échantillonnage qui s'est fait sur plusieurs années. Et en fait on a aussi mesuré plusieurs cyanotoxines, dont 12 microcystines, des variants de microcystines. Alors les cyanotoxines, j'en ai parlé au tout début, il y a une grande variabilité, une grande diversité. Microcystine, c'est vraiment l'une des cyanotoxines les plus étudiées. Et à l'heure actuelle, on a identifié plus ou moins 400 ou 500 variants de microcystine. Non, on n'en a utilisé que 12 ici, c'est les 12 standards. Je pense pas qu'il y ait beaucoup plus de standards, mais ouais.
Et donc du coup, on a analysé ces données métagénomiques. La première étape, c'était de regarder quelle est cette composition microbienne. Donc j'ai mis ces slides parce que je pense que ça peut intéresser certains d'entre vous. Donc là, en fait, on a comparé tous les lacs et on s'est dit on va juste regarder en fait la composition microbienne de tous les lacs et on va voir à quel point est-ce qu'elles se ressemblent. Donc ça, c'est une PCOA et l'idée, c'est de, si deux points sont très proches, ça veut dire que, grosso modo, c'est qu'ils ont une communauté microbienne très similaire. Là, les couleurs représentent les lacs. Et l'idée, c'est de voir est-ce qu'on a en fait un clustering qui va se faire par lac. On voit qu'il y a certains lacs qui ont une très forte dispersion et d'autres qui sont plus groupés, comme celui-là. Mais là, je suis d'accord avec vous, on ne voit pas grand-chose parce qu'en fait, il y a beaucoup de lacs. Puis il y en a qui ont juste une observation, donc ça fait beaucoup de couleurs. Mais pour vous dire, en fait, il y a un clustering au niveau du lac qui est significatif. Alors, on fait la même chose, mais cette fois-ci, on se concentre uniquement sur les lacs qui ont plus de 10 observations, donc on enlève un peu le bruit. Là, donc c'est toujours le même principe. Chaque couleur représente un lac. Si deux points sont proches, ça veut dire que un point, c'est un échantillon. Si deux points sont proches, ça veut dire que en fait, ces deux échantillons vont avoir une communauté microbienne très similaire. Et donc en fait, là, on voit qu'il y a un clustering par lac. Donc là, on a par exemple Argyll en Angleterre. On va avoir aussi le lac Champlain qui va être là. On va avoir en jaune PLSF. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a des lacs qui vont avoir des dispersions qui vont être assez différentes. Par exemple, Buffalo va avoir une très grande dispersion là sur l'axe 1. Et donc ça indique en fait qu'on va avoir des variabilités très différentes d'un lac à un autre au niveau de la communauté microbienne. Ça, c'est important de le faire parce que quand on veut prédire, il faut savoir à quel point en fait on va être capable de générer un marqueur générique pour tous les lacs. Si on voit qu'on a une communauté microbienne qui est très spécifique à un lac, ben on va tout de suite se dire, bon bah là on va avoir un problème, ça va être très dur de pouvoir trouver un biomarqueur générique à tous les lacs de la cyanotoxicité. Par contre, si on voit qu'on a pas mal de lacs qui ont des larges dispersions comme ça, où on va avoir justement des overlaps entre, par exemple, là je vais présenter le bleu et puis le vert clair ou le jaune, là on va se dire, ok, il y a une possibilité d'aller chercher cet overlap et donc d'aller trouver de l'information de la communauté microbienne qui peut être utilisée pour trouver des biomarqueurs génériques. Donc ça c'était au niveau de la communauté microbienne totale, ça c'est au niveau des cyanobactéries, on a plus ou moins un pattern assez identique. Une fois qu'on a regardé ça, on se dit bon, on va quand même regarder quels sont les producteurs potentiels de cyanotoxines, donc quelles sont les cyanobactéries. Puis en fait, principalement, ce qu'on voyait, c'est que c'était du microcystis qui était quand même assez présent dans tous les lacs. Dans certains lacs comme Buffalo, si je ne dis pas de bêtises, comme Woolwich, on a d'autres cyanobactéries qui sont dominantes. On va avoir du dolicho qui est clair. Donc là, le bleu, c'est microcystis. On va avoir du dolicho, puis on va avoir aussi des filamenteuses comme l'anabena ou du nostoc, là et là. Donc là, l'idée, c'est de savoir, ok, on a tous ces lacs, quelles sont les cyanobactéries qui sont les plus dominantes dans ces lacs. Donc, une fois qu'on avait cette information-là, l'étape d'après, c'est de dire, est-ce qu'on est capable d'aller chercher l'information dans les variables environnementales pour pouvoir expliquer les cyanotoxines. Donc là, en fait, on a regardé en premier lieu la communauté microbienne et les cyanobactéries, ensuite on a regardé la communauté de cyanotoxines. Le principe, il est le même en fait, c'est de se dire, ok, est-ce qu'on a un profil de cyanotoxine qui va être spécifique à un lac ou pas? Et là, pourquoi? Parce qu'on veut savoir si on est capable d'avoir des biomarqueurs génériques pour tous les lacs. Donc on a besoin de voir si on va avoir des overlaps entre les lacs ou si on va avoir vraiment des clusters très spécifiques qui vont être très difficiles de prédire. Donc ça, c'est un profil pareil par lac de la communauté des cyanotoxines cette fois-ci. Donc en fait, c'est le même principe, on voit vraiment qu'on a des lacs qui vont avoir des grandes dispersions et puis d'autres lacs qui sont vraiment plus... donc il y a une communauté vraiment de cyanotoxines plus propre à eux. Et donc ça se traduit avec cette composition-là où on va avoir vraiment du microcystine, donc là on a tous les variants de microcystine, donc ça commence par MC. Et on va avoir certains lacs où on va avoir principalement voilà, de l'anatoxine ou des anabopeptines. Encore une fois, là, l'idée, c'est de regarder un petit peu le profil des cyanotoxines pour être capable de dire est-ce qu'on va pouvoir aller chercher l'information et les modèles de prédiction. Je vais le présenter assez rapidement, mais en général, quand on a les cyanotoxines et qu'on a les variables environnementales, la première chose qu'on va regarder, c'est est-ce qu'on peut utiliser les variables de l'environnement pour pouvoir mieux expliquer la présence des cyanotoxines. Donc là, on a utilisé un modèle
Joint Species Distribution Model. Et en fait, l'idée, c'est d'utiliser ici, avec deux approches différentes, présence-absence ou la concentration de cyanotoxine, quelles sont les variables environnementales qui vont le mieux expliquer cette variabilité qu'on a dans chaque lac des cyanotoxines. Et en fait, quand on regarde présence-absence, on voit que c'est principalement le jour de l'année et puis NH4 qui vont vraiment expliquer cette variabilité au niveau des cyanotoxines. Par contre, quand on regarde la concentration des cyanotoxines, là, ça va être plus le phosphore total, le phosphore dissous et puis l'azote total qui vont vraiment être les variables qui vont mieux expliquer cette variabilité au niveau des cyanotoxines. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Pas forcément. Mais nous, ça nous indique un petit peu déjà la puissance des variables environnementales qui ont été mesurées pour ces lacs et qui pourraient être réutilisées pour les modèles de prédiction. Ensuite, on s'est concentré sur quelles étaient les variables de la communauté microbienne qui allaient être associées avec la dynamique des cyanotoxines. Donc ça, c'est une première approche pour se dire, avant de commencer un modèle de prédiction, on va regarder si on est capable de voir certains taxa qui vont être plus propices à être abondants en même temps que les cyanotoxines. Donc là, on a utilisé une nouvelle approche qui n'était pas forcément adaptée pour ce type de données, mais ça va être du latent rich analysis. Et l'idée, c'est de voir justement les dynamiques de communautés. Donc là, on a une communauté de cyanobactéries, mais on pourrait le faire avec une communauté de n'importe lequel, en fait, de la communauté microbienne. Et en fait, on va voir si on a une dynamique qui va être proche de la dynamique des cyanotoxines. Donc ici, on a la dynamique des cyanobactéries, ici, on a la dynamique des cyanotoxines. Ça, c'est un lac Buffalo. C'est un exemple vraiment pour un lac. Et l'idée, c'est de voir est-ce qu'on va avoir justement une dynamique qui va être similaire entre les deux. Donc là, par exemple, ce que j'ai entouré ici, c'est qu'on va avoir un pic de Synechococcus avec un pic d'anapopectine A. Est-ce que ça veut dire que Synechococcus forcément produit anapopectine A? Non, mais ça veut dire qu'en fait, leur dynamique, elle est similaire. Là, pareil, on a un pic ici qui va être de Planctotrix, et ici, on va avoir un pic qui va être d'anapopectine B. C'est toujours la même question. Est-ce que Planctotrix produit anapopectine B? Potentiellement oui, mais là l'idée c'est vraiment de voir vraiment la dynamique. Donc, ça nous donne en fait une première idée sur quelles sont ici les cyanobactéries qui vont produire ou les variables de la communauté microbienne qui vont être associées avec les cyanotoxines. Après on peut utiliser aussi des approches de réseau, donc c'est ce qu'on a fait. Donc là c'est une approche de réseau qui nous permet d'associer quelles sont les variables de la communauté cyanobactérienne, quelles sont les cyanobactéries qui sont le plus souvent associées avec les cyanotoxines. En fait, ces approches, ça nous permet aussi bien d'identifier les producteurs de cyanotoxines, mais aussi, vous allez voir après, les membres de la communauté microbienne qui sont associés à ça. Là, on voit en fait que parmi tous les lacs, finalement, en fait, on voit que Planctotrix, c'est celle qui est le plus souvent co-occurrent avec les anapopectine B, et puis on voit que Microcystis, c'est celle qui va être le plus co-présent avec d'autres cyanotoxines, mais pas avec des microcystines, mais pas forcément tous les variants. On va avoir des variants qui sont un peu isolés ici, mais certains variants sont vraiment associés avec Microcystis. Donc qu'est-ce que ça indique là? Ça indique qu'un Microcystis est potentiellement producteur de ces variants-là, et je dis potentiellement, parce qu'à ce niveau-là on ne sait pas, mais qu'il y a d'autres variants qui vont être probablement produits autres que Microcystis. On fait la même chose avec la communauté microbienne, et là ce qui est intéressant en fait, c'est qu'au lieu d'aller chercher les cyanobactéries, on va aller chercher d'autres éléments de la communauté microbienne qui vont être associés avec les cyanotoxines. Donc là, par exemple, on va avoir Acidovorax, qui va être associé avec certains variants de microcystine. Puis on va avoir aussi du Vibrio, qui va être associé de manière négative avec les anapopectines, et d'autres membres de la communauté microbienne comme Sphingobium, qui va être associé par exemple avec microcystine LY. Ça, en fait, ce type d'information-là, ça nous donne encore une idée à quel point on va avoir des membres de la communauté microbienne qui vont être positivement associés ou co-occurrents avec les cyanotoxines ou négativement associés. Pour vous donner une idée, ce qui est intéressant en fait ici, c'est que Sphingobium, c'est par exemple un taxa qui est connu pour dégrader les microcystines. Donc là, on le retrouve en fait avec ce genre d'analyse. Gardez en tête qu'en fait ce genre d'analyse, nous on est complètement, en fait c'est un peu à l'aveugle, on va prendre toutes les informations de la communauté microbienne et puis on va se dire ok, on va juste regarder quels sont les réseaux de concurrence avec les cyanotoxines et on n'a aucune idée, il n'y a pas de présomption quoi que ce soit qui sont faites avant. Toujours en utilisant les données métagénomiques de la communauté microbienne, on est capable ensuite d'aller chercher quels sont les taxa qui vont être porteurs d'un des gènes des opérons
ou des clusters de gènes qui sont associés avec, qui sont responsables de la production des cyanotoxines. Et en fait, ça c'est une façon qui est assez forte avec la métagénomique. Puis je l'ai mis ici parce que je trouve que c'est un plus-value pour la métagénomique, c'est qu'on est capable vraiment d'aller chercher de manière directe quels sont les producteurs de cyanotoxines. Donc typiquement, au lieu de faire des corrélations, donc c'est un petit peu le cas des réseaux de concurrence, là cette fois-ci on va directement aller chercher dans l'information des génomes, et on va dire ok, ces génomes-là, ils portent l'opéron, ils portent les gènes qui sont responsables de la production des cyanotoxines, et donc du coup, clairement, ça ne veut pas dire qu'ils vont les produire, mais ça veut dire que c'est eux qui ont vraiment la capacité de les produire. Et en faisant ça sur chaque lac, on est capable en fait d'identifier le profil des producteurs potentiels des cyanotoxines. Et ici, donc là, je l'ai fait uniquement sur l'opéron MCY, donc c'est l'opéron qui est responsable de la production des gènes de microcystine. Mais en gros, là, ici, l'idée c'était d'identifier pour chaque lac quels sont les producteurs potentiels des microcystines. Donc j'arrive à la dernière partie, donc ça vous avez déjà vu un petit peu un graphique identique. Donc là, cette fois-ci, ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu d'aller prédire les blooms, quand est-ce que le premier jour de floraison va arriver, on va prédire quand est-ce que le premier jour de toxicité va arriver. Donc c'est le même principe. Donc dans cette slide, là l'idée c'était donc qu'on a utilisé vraiment plusieurs types de données. On a utilisé donc les données de la communauté microbienne complète, les données de la communauté cyanobactérienne, les données de la communauté non cyanobactérienne, les variables environnementales. On a aussi utilisé les virus pour savoir s'ils pouvaient être aussi des prédicteurs de cyanotoxicité, et tous les gènes aussi. Donc là, on a créé une banque de gènes et on les a utilisés pour pouvoir voir si ça pouvait être des biomarqueurs potentiels. Donc en fait, à chaque fois, on a utilisé ces types de données comme variables prédictives et on les a entraînées. Donc nous, on a défini sur tous nos lacs. L'idée, c'était de prendre tous nos lacs et de dire est-ce qu'on est capable d'aller trouver des biomarqueurs prédictifs génériques du premier jour, ou en tout cas de la cyanotoxicité. Ici, c'est la cyanotoxicité. C'est pas forcément le premier jour, c'est la cyanotoxicité. Donc est-ce qu'on est capable d'aller chercher cette information-là sur tous les lacs en utilisant ces différentes données? Donc on a entraîné notre modèle, on l'a testé, et ensuite, en fait, on a évalué sa qualité. Et ce qu'on a observé, c'est que finalement, ça va être la communauté cyanobactérienne et toute la communauté, mais surtout cyanobactérienne, qui va être la plus informative pour aller chercher un biomarqueur, on va dire, de cyanotoxicité. Donc là, à ce niveau-là, il n'y a rien de surprenant. Quand on va chercher maintenant quelles sont les variables qui peuvent expliquer le premier jour de toxicité, donc là, du coup, on a utilisé uniquement les données avant le premier jour de toxicité. Là, en fait, on s'est rendu compte que malgré le modèle n'est pas excellent, hein, on parle là d'un R carré qui est autour de 50%, un peu moins, mais on voit que c'est la communauté non cyanobactérienne en fait, qui va être la plus informative. Pourquoi on a un R carré qui est assez faible ici? C'est simplement parce que Attrape, quand le projet, quand il a été designé, malheureusement, il n'y avait pas suffisamment d'informations, d'échantillonnage avant le bloom, ou avant le premier jour de cyanotoxicité. Ce qui veut dire en fait que si vous regardez, j'ai très peu, en fait, j'ai pas forcément énormément d'observations qui vont pouvoir être utilisées pour entraîner mon modèle. Là, on parle d'une centaine, en se basant sur qu'initialement j'avais 1200 métagénomes. Donc là, je réduis à une centaine d'observations, peut-être 150 au total. Ça réduit drastiquement et en fait, ça fait que mon modèle il est plus faible. Je vais avoir beaucoup moins de données pour pouvoir l'entraîner. Mais ça reste quand même intéressant comme, on va dire, comme résultat préliminaire de se dire ok, on va avoir l'information de la communauté non cyanobactérienne qui va être potentiellement de meilleurs biomarqueurs. Ça fait combien de temps là plus ou moins? C'est fini, tranquille. Et je ne veux pas assommer les gens. Okay. Là, donc, je vous ai parlé pendant je ne sais pas combien de temps, mais en tout cas de toute cette partie de comment utiliser l'information de la communauté microbienne pour pouvoir prédire. Donc il y a eu, on a pu prédire les blooms donc, au niveau du lac Champlain, et là on est en train d'essayer de pouvoir prédire, on va dire, la cyanotoxicité sur des données de plusieurs lacs. Donc ce travail-là, il est encore en cours, il n'est pas fini. Maintenant, on peut aussi utiliser l'information de la communauté microbienne pour mieux comprendre les dynamiques des cyanobactéries. Et en fait, cette idée elle est venue d'Alessandra, une discussion que j'ai eue à Alessandra quand j'étais à l'INSA Montréal, où on parlait des cultures de cyanobactéries. Et en fait, on se disait, ce qui était étrange avec Microcystis, c'était en fait que
les cultures, en fait, elles perdaient avec le temps cette capacité de former des colonies. Donc en fait, quand on va chercher des vieilles cultures, par exemple, si on regarde à l'Institut Pasteur, puis là Muriel elle serait fâchée, mais quand on regarde ces cultures, on voit qu'elles sont souvent unicellulaires. On va voir c'est très homogène. Et en fait, Alessandra, ce qu'elle mentionnait, moi j'étais tout jeune à l'époque, elle me disait, mais moi je pense que c'est possible, c'est le fait de faire des passages et en fait on perd les membres du microbiome, et vu qu'on les perd, les colonies, les microcystes va perdre sa capacité, sa possibilité de former des colonies. Donc en gros, et moi je dis, mais je croyais que les cultures étaient axéniques. Voilà, elle a rigolé. Elle m'a fait, donc ça c'est son point de vue, elle fait, de mon point de vue ça n'existe pas les cultures axéniques de microcystes. Donc, je dis pas que ça n'existe pas, hein. Mais en gros l'idée c'est de dire que il y a des bactéries qui sont dans la culture, qui sont associées avec les microcystes, et potentiellement, elles pourraient avoir un rôle dans cette formation de la colonie. Donc en fait, on s'est intéressé à ça. Et on s'est dit, donc nous, on ne va pas travailler en culture, on veut vraiment travailler à partir de l'environnement. Donc on a développé une nouvelle approche qu'on a appelée bêtement Single Colony Sequencing. Et en fait, cette idée-là, c'est d'aller chercher des colonies qui sont vraiment dans le lac et d'aller analyser quelles sont les bactéries qui sont attachées à ces colonies-là. Quand je dis attaché, c'est vraiment attaché à la colonie. Donc là, je ne sais pas si vous vous souvenez de la première photo de microscopie, voilà. Mais en fait là, l'idée c'était vraiment d'aller chercher la composition des bactéries qui sont vraiment attachées à la colonie. Et cette colonie, elle vient d'un milieu naturel, donc il n'y a pas d'effet de culture. Donc l'idée c'est de faire ça, et donc de mieux comprendre cette composition-là. Donc en fait ça a été un papier qui a été publié en 2021, je crois. Et donc ça a été fait avec ma collègue Olga. Voilà, on a travaillé tous les deux sur ce projet-là. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait des données du lac Champlain, et on avait aussi des données du Brésil. Olga, c'est Olga qui a fait l'isolation de toutes les colonies. Elle en a isolé plus d'une centaine. Puis en fait, elle a fait une photo à chaque fois. Donc elle s'est amusée à faire une photo. Donc là, du coup, vous voyez les différentes photos des colonies de microcystis qu'elle a en fait isolé à partir du lac Champlain. Donc je trouve que c'est assez sympa à voir. Surtout pour ceux qui ne connaissent pas microcystis, mais vous voyez qu'il y a vraiment des shapes différentes. Quand on fait ça, en fait, on ne s'intéresse pas vraiment à l'espèce ou au morphotype. Nous, l'idée, c'est vraiment on prend du microcystis, on va chercher la colonie, on l'isole, on la lave, et puis on la séquence. Et quand on a fait ça, en fait, on a séquencé toutes ces colonies-là. Donc en fait, au total, je crois qu'il y en avait 82. Ça nous a permis, en fait, d'aller identifier 18 différents génotypes. Donc il y en avait 14 pour le lac Champlain, il y en avait 4 pour le Brésil. Donc on avait vraiment une plus grande diversité de génotypes au niveau de microcystis pour le lac Champlain. Ça, c'est quelque chose que je vois assez fréquemment avec toutes les données du lac. On voit vraiment qu'il y a une diversité au niveau du génotype qui varie fortement. Et j'ai aucune idée à l'heure actuelle de pourquoi. Mais en tout cas, il y a certains lacs qui ont une très très grande diversité, d'autres où il y a vraiment une très faible diversité. Donc là, on a ces génotypes-là. Donc encore une fois, on a utilisé de la métagénomique, on a reconstruit les génomes à partir de la colonie. L'avantage ici, pour ceux qui s'intéressent à la métagé, c'est que quand on part d'une colonie isolée, on a très très peu de diversité dans la colonie. Donc c'est beaucoup plus simple d'aller reconstruire le génome. On a aussi beaucoup moins de risques d'avoir des chimères, etc. Et donc du coup, on était vraiment capable d'aller chercher ces génotypes avec vraiment une très bonne completeness. Je ne sais pas comment on dit, complet. Voilà. Et en même temps qu'aller chercher les génomes de microcystis, on est aussi allé chercher les bactéries qui étaient attachées à la colonie. Parce qu'en fait, quand on prend la colonie, on la lave, on enlève vraiment ce qui est à l'extérieur, donc on la lave vraiment plusieurs fois, et on s'assure en fait que ce qui reste attaché, ce qui reste en fait, ce qu'on veut séquencer, c'est vraiment attaché au mucilage de la colonie. Donc on a fait ça, et ce qu'on a observé, c'est qu'au total, on avait à peu près 72 bactéries associées aux colonies de cyanobactéries. On a pu aussi reconstruire leur génome. Et qu'en moyenne, quand on regardait toutes les colonies, on avait en moyenne 6 bactéries associées. On n'avait pas un corps macrobiome. Donc un corps macrobiome, ça veut dire qu'on va avoir un taxa qui va être présent dans toutes les colonies.
Par contre, on voyait certains taxa étaient vraiment très prévalents, notamment Roseomonas, et Phenylobacterium et Rhodobacter. C'était vraiment des éléments, des taxa qui étaient fréquemment observés dans les colonies. La première chose qu'on a fait, c'est on s'est dit, ok, donc on a nos colonies, on a nos bactéries associées, on va regarder si l'association elle est spécifique. Dans le lac Champlain, il y a 2 cyanobactéries qui sont dominantes, il y a Microcystis et Dolichospermum. Donc on s'est dit, si c'est vraiment spécifique, ces bactéries-là, elles ne vont pas corréler avec Dolichospermum, si vraiment cette interaction est spécifique avec Microcystis. Puis donc c'est ce qu'on a vu, en fait, on voyait que la plupart des taxa qui étaient vraiment associés à Microcystis, en fait, ils avaient une corrélation très forte avec Microcystis et moins avec Dolichospermum. Donc en fait, en bleu, ça va être Microcystis, puis en fait, en rose, ça va être Dolichospermum. Et là, on va voir les différents taxa au niveau du genre, puis au niveau de l'espèce. Mais au final, on voit vraiment que la corrélation elle est plus faible pour Dolicho que pour Microcystis qui se retrouve en haut. Donc ça nous donne en fait ça conforte un petit peu l'idée que cette association-là, en fait, elle est pas faite au hasard et qu'il y a un lien un petit peu plus fort. On allait un petit peu plus loin que ça. On s'est dit, ok, maintenant on va regarder à quel point la composition du microbiome, elle dépend du génotype de Microcystis. Donc ce qu'on a fait, c'est ça s'appelle la phylosymbiosis, où on va avoir vraiment une composition du microbiome qui va varier en fonction du génotype de l'hôte. Et donc là, l'hôte, ça va être Microcystis. Donc en fait, on a utilisé plusieurs approches, notamment Permanova et puis des tests de Mantel et Procrust. Et l'idée, c'était de voir est-ce qu'on va avoir une composition du microbiome qui va être spécifique, qui va pouvoir être expliquée par les génotypes de Microcystis, mais qui va être aussi spécifique au génotype de Microcystis. Donc dans toutes les variables qu'on avait pour expliquer la composition du microbiome, en fait, le génotype de Microcystis, c'était vraiment l'une des variables les plus fortes qui expliquait cette variation-là. Et quand on a fait en fait des analyses de corrélation entre les distances phylogénétiques des génotypes de Microcystis et puis les distances, c'était des distances de Barré-Curtis entre la composition du microbiome, on a vu qu'il y avait une corrélation qui était significative. En fait, ça permet d'aller pouvoir dire qu'on a un signal. Alors, il n'est pas forcément... il est plutôt fort, il est plutôt correct, mais on a quand même un signal de philosymbiosis, donc entre Microcystis et son microbiome, ce qui veut dire que la composition du microbiome, elle est pas hasardeuse, elle ne se fait pas au hasard, et qu'elle est vraiment associée au génotype de son hôte. On est allé encore un petit peu plus loin, on s'est dit, ok, on a vu que la composition, il y a un signal de philosymbiosis, c'est pas fait au hasard. Est-ce que maintenant on peut aller chercher des signaux de coévolution? Donc c'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment une interaction qui s'est faite sur le long terme? Donc là, pareil, on a utilisé les max des bactéries associées, on a fait des arbres phylogénétiques, puis on a comparé en fait les différents arbres avec Microcystis, et l'idée c'était de comparer les signatures de cospéciation. En fait, ça veut dire que si les arbres vont se regrouper ou vont s'organiser de la même manière, c'est qu'on va avoir en fait une cophylogénie qui va être plus ou moins similaire. Et si elle est similaire, ça veut dire que donc, du coup, il y a une coévolution entre le membre du microbiome et la cyanobactérie. On a fait ce type d'analyse pour chaque membre des bactéries associées qui étaient les plus prévalents, donc environ 5-6. En fait, on a vu que pour 2 membres, Rhodobacter et Roseomonas, on avait un signal de cophylogénie qui était significatif, qui n'était pas fort, mais qui était significatif, ce qui veut dire que ça montrait qu'il y avait vraiment une interaction sur la longue durée, en tout cas pour ces 2 éléments, Rhodobacter et Roseomonas, avec Microcystis. On a poussé un petit peu encore une fois, toujours dans des couches un petit peu plus détaillées et plus grande résolution. Donc là, s'il y a vraiment des interactions, et puis des interactions aussi sur la longue durée et des signaux de coévolution, est-ce qu'on va avoir aussi des éléments qui vont nous montrer qu'on peut avoir des signaux de transfert horizontaux, donc des signaux de coévolution, en tout cas des conséquences de cette coévolution-là. Donc on a analysé les transferts de gènes entre les différents membres prévalents du microbiome de Microcystis et Microcystis, puis on a vu en fait qu'il y avait vraiment plusieurs gènes, un grand nombre de gènes qui étaient définis comme pouvant être associés à des événements de transfert horizontaux.
Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a vu que la plupart de ces transferts horizontaux se faisaient sur les membres prévalents, mais pas sur les deux qui montraient des signaux de coévolution. Donc ça indique en fait que ça, on était un petit peu surpris, mais en gros que les éléments de transfert horizontaux ont tendance à plus se faire sur des bactéries qui vont être pas forcément dans une interaction sur le long terme, mais plus sur des interactions plus court terme. Et le dernier point, c'est qu'on a regardé un petit peu cette fonctionnalité du microbiome. Donc là, on a utilisé plusieurs approches, toujours en se basant sur le génome. On a fait du Genome Scale Metabolic Model aussi pour essayer de regarder la complémentarité entre le microbiome et son hôte cyanobactérien. Et puis on a vu qu'en général, dans les colonies, on avait très peu de redondance fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on allait souvent avoir, au sein de la colonie, on allait rarement avoir deux taxa qui ont les mêmes fonctions. Souvent, on peut avoir un taxa qui, si on voit qu'on a une, on va dire à ce niveau-là, si on voit qu'on a, par exemple, entre Cytophagales et cette famille-là, on va avoir différemment de la communauté microbienne qui ont été identifiés, qui ont des fonctions assez similaires ici. On va rarement avoir ces deux éléments-là au sein de la même colonie. Ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir un élément, et puis on aura d'autres éléments qui ont des fonctionnalités qui sont différentes. Donc là, c'est un graphique un petit peu pour regrouper au niveau de la fonctionnalité les différents groupes. On voit que Microcystis est là. Et donc du coup, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir un élément, on va dire, de chaque groupe qui va être représenté dans la colonie. Et on aura rarement deux éléments parce que du coup, il y a cette redondance de fonctionnalité. Quand on a regardé ensuite, quand on a utilisé cette approche pour regarder la complémentarité, ce qui était intéressant, c'est qu'on a vu vraiment un signal de complémentarité assez forte entre Microcystis et Rhozomonas et Rhodobacter. Donc ça, on a vu qu'en fait, Rhozomonas et Rhodobacter pouvaient, sur différents pathways, notamment associés avec tout ce qui est l'utilisation de certaines espèces d'azote, on voyait que ces deux éléments-là étaient très complémentaires avec Microcystis. Encore une fois, ça se base sur le génome, donc en fait, on ne sait pas vraiment s'il y a un impact, mais on voit qu'il y a une complémentarité fonctionnelle. Donc ça pourrait indiquer qu'en fait, ces éléments-là, ils ont en fait un rôle dans la croissance de la cyanobactérie, potentiellement. Donc là, juste pour résumer cette dernière partie, puis on a fini, on voit plus ou moins qu'il y a 5-6 membres prévalents qui sont souvent attachés au mucilage de la colonie Microcystis, donc ce qu'on a défini comme étant le microbiome. On n'a pas vraiment de corps, c'est-à-dire qu'on n'a pas des éléments qui sont présents dans toutes les colonies, mais on a des membres qui sont vraiment souvent observés, comme Rhodobacter, Rhozomonas, Phénylo. On observe un signal, on a identifié un signal de philosymbiosis, c'est-à-dire que la composition du microbiome, elle n'est pas aléatoire, elle dépend vraiment de la composition en génotype de Microcystis. On a observé sur certains membres du microbiome des signaux de long terme et d'évolution sur le long terme, et également des transferts de gènes sur certains éléments du microbiome, mais pas sur Rhozomonas et Rhodobacter. Donc là, ça sera un point, je pense, à creuser un petit peu plus, justement ce lien entre les transferts horizontaux qui pourraient peut-être répondre à une nouvelle présence ou une présence plus récente dans le microbiome, et du coup, en fait, ça implique plus de transferts horizontaux. Et quand on a des interactions qui sont plus longues, en fait, peut-être que quand on a analysé les transferts horizontaux, on a juste analysé les plus récents et qu'on a perdu les anciens. Et finalement, on a vu que potentiellement, en fait, ces membres du microbiome pouvaient avoir un rôle dans le métabolisme de Microcystis, et notamment sur certains éléments. Donc j'ai parlé des nutriments et des espèces d'azote, mais il y a aussi potentiellement sur les caroténoïdes, où il y a certains membres du microbiome qui ont des pathways qui sont très différents de ceux de Microcystis. Et chez Microcystis, les caroténoïdes, elles sont utilisées pour se protéger des UV. Donc l'idée, l'hypothèse derrière, ça serait que potentiellement, il y a certains membres de microbiome qui produiraient d'autres caroténoïdes pour favoriser cette protection aux UV. Sur le long terme, donc là, au final, c'était deux lacs, c'était Champlain et Brésil, on s'est surtout intéressé à Champlain. Mais au final, c'était uniquement sur ces deux lacs-là où on a analysé cette composition du microbiome. Donc en fait, sur le long terme, l'idée, c'est d'aller chercher plus de lacs et plus de genres de cyanobactéries. Pourquoi se concentrer uniquement sur Microcystis et pas sur d'autres genres cyanobactériens? Donc ça, c'est ce qui va être entrepris par Alexis, qui va commencer sa thèse au mois d'octobre, où on va échantillonner plusieurs lacs dans le monde et on va avoir donc du coup plusieurs genres cyanobactériens, et on va, avec le même principe, aller identifier la composition du microbiome.
On va également aller un peu plus loin dans le sens où là, pour cette étude, on avait uniquement 3 ou 4 time points. Et là, on va vraiment avoir en fait un time course sur le temps. Donc on va aussi pouvoir voir comment cette composition du microbiome, en fait, elle varie au cours du temps. On va aller encore plus loin à ce niveau-là. Et cette fois-ci, toujours avec Alexis, puis avec d'autres collaborateurs à Bordeaux et à McGill, j'ai ma collègue Nathalie qui est en train d'isoler les membres du microbiome un à un. D'ailleurs, elle le fait en ce moment. À partir de colonies microcystis. En fait, elle les isole un à un à partir de colonies naturelles. Et on a déjà à peu près une trentaine d'isolats du microbiome, de membres du microbiome. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester un à un l'effet de chacun de ces membres sur la croissance de cyanobactéries. Ensuite, on va aussi jouer sur les les conditions de culture pour voir à quel point le microbiome peut moduler la croissance en fonction de certains facteurs de stress environnementaux. Et puis avec une collaboration de Bordeaux, Jean-Christophe Barret, on va finalement analyser les premières étapes d'interaction entre les membres du microbiome et microcystis. Ça veut dire que là, on utilise une approche de microfluidique, puis on va mettre ensemble des cellules des membres du microbiome et des cellules de microcystis, puis on va vraiment analyser les premières étapes d'interaction. Et l'idée, c'est justement de voir à quel point le microbiome peut favoriser la formation d'une structure coloniale. Donc justement, et là j'en reviens au point de départ où on perd cette structure coloniale dans les cultures à long terme, où c'est très unicellulaire et très homogène. Donc là, l'idée, c'est justement d'aller caractériser ces premières étapes d'interaction cellulaire et justement de voir à quel point le microbiome peut avoir un rôle sur la multicellularité de microcystis. Et je finis, parce que je finis toujours par Philébule. Et Philébule, ce sont deux compagnons qui m'accompagnent toujours. Et c'est un livre d'enfants qu'on a fait en fait avec des amis de l'Université de Montréal et de l'Université de Montréal. Et en fait, on l'a mis au point pour justement favoriser la prévention et la formation des cyanobactéries au grand public, mais surtout aux enfants, et notamment 6-9 ans, je dirais. Et donc voilà, c'est une histoire fun, drôle, sur ces deux petits bonhommes. Voilà, merci. Merci.